Bonjour à tous, bonjour Cathy. Comment tu vas? Hello, tout va très bien. Ok, Et vous, et toi? eh ben ça va. Écoute, contente de te retrouver, contente de vous retrouver aussi. Vous êtes en train d'arriver petit à petit. Donc, l'Enid Academy se met aux couleurs d'Octobre Rose. Cathy, tu représentes parfaitement cette couleur, n'est-ce pas? Alors là, j'ai que le collier, hein, je suis désolée, hein, parce que j'ai mon rose layette là, c'est pas Voilà. top. Aujourd'hui, donc c'est la deuxième partie de la session de biologie clinique sur le rein, donc la partie cas clinique. J'espère que vous avez bien travaillé. La dernière fois, on vous avait donné donc les fiches à préparer, les cas cliniques à préparer pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez participé la première fois là enfin il y a 15 jours, est-ce que vous avez fait le webinaire théorique? Si oui, n'hésitez pas à nous mettre un petit message là dans le chat pour nous dire si vous étiez là ou pas. Juste, je rappelle, avant de te laisser la parole, Cathy, pour peut-être des personnes qui n'étaient pas là ou qui découvrent l'académie, vous avez pour poser vos questions. Cathy, elle répondra aux questions tout au long du webinaire. Donc, pour poser vos questions, vous allez dans l'onglet questions qui est en dessous de l'écran blanc là, qui s'affiche à droite. Les questions seront affichées sur l'écran, donc tout le monde pourra les voir. Ensuite, vous allez avoir des sondages aussi qui sont à réaliser tout au long de la présentation. Donc là, les sondages apparaîtront sur l'écran, donc vous êtes obligé d'y répondre pour pouvoir supprimer l'onglet qui s'affiche. Donc ça, c'est la deuxième chose. Pour tout ce qui est commentaires, encouragements, etc., vous avez le chat, donc n'hésitez pas à échanger entre vous sur le chat. Et pour tout ce qui est questions, ce sera dans l'onglet questions. Ensuite, je vais vous mettre rapidement à disposition dans l'onglet apps partage de fichiers. Vous allez retrouver le webinaire, donc le PDF du webinaire de la partie théorique, le webinaire du jour. Et je vous ai remis également les fiches mémo pour ceux qui n'étaient pas là la semaine, enfin il y a 15 jours. Donc les fiches mémo qui sont des fiches synthétiques sur le rein, donc tout ce que vous avez à savoir sur le rein. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Cathy, je te laisse la parole parce que je crois que tu as du travail. Merci Laetitia, salut tout Avec le monde. plaisir. Merci. Alors du coup, donc, vous aviez effectivement du boulot, j'espère que vous l'avez fait activement. Alors du coup, on va vérifier ça en posant un peu des questions. Et donc, vous aviez 2 cas cliniques. Alors, il y a, un troisième bonus qu'on ne fera pas pendant la présentation, mais que vous pourrez travailler également et vous aurez donc les réponses, sur les diapositives. Donc vous pourrez faire ça donc, entre vous tranquillement, voilà. Alors du coup, c'est parti mon kéké. On y va. Donc vous aviez nos cas à préparer. Alors d'abord, c'est Pépito. Alors, Pépito, qu'est-ce que vous saviez dessus? Bien sûr, vous aviez quelques informations cliniques. Donc, c'est un chat mâle castré de 14 ans et il est venu en consultation vaccinale et à l'examen clinique, la palpation abdominale a permis de révéler la présence d'un rein gauche de petite taille, d'aspect un peu ficelé, alors que l'autre avait l'air d'être normal. Bon, ok. Pas d'antécédents, il est nourri avec des croquettes de supermarché, il n'a pas d'antiparasitaire interne ni d'antiparasitaire externe. Ses vaccins, par contre, sont à jour. Il est également vacciné pour la rage et le FELV. Il vit en maison avec un accès à l'extérieur. À l'examen clinique, qu'est-ce qu'on a pu noter? Alors, je vais vous faire simplement les informations du coup qui sont anormales. Donc c'est un chat qui est avec un petit niveau d'embonpoint pas mal, quoi. Il est à 7 sur 9 en score corporel. Il est quand même déshydraté à 5%. Alors il a une température rectale un petit peu faible à 37,7, mais enfin bon. Donc déshydratation à 5%, confirmée, donc c'est sur le pli de peau qu'il a été estimé principalement, mais confirmée en tout cas par des muqueuses qui apparaissaient collantes. Rose normale, j'aurais pas dû le mettre en marron. Une fréquence respiratoire un petit peu augmentée, mais surtout donc une confirmation lors de la consultation médecine interne de ce rein dur petit à gauche. À l'examen de la cavité buccale, on a de la présence de tartre en quantité modérée avec la présence d'un liseré gingival.
Donc un bilan biochimique vous avez été mis à disposition, donc un bilan biochimique, surtout orienté en fait sur les électrolytes, pas énormément de variables, biochimiques, pas beaucoup. En fait, bon, je vous ai pas tout mis parce que c'était pas forcément nécessaire et tout le reste c'était, bon normal. Il y avait aussi, alatazate qui était faite et gamma-GT qui était normal. Bon. Alors sur ce bilan, donc d'abord sur, ces premières variables-là, vous avez pu voir qu'on n'avait pas d'anomalie particulière, hein, urée, créate, protéines totales, albumine, bicarbonate, tout ça c'était normal. Par contre, donc, on a pu voir sur les électrolytes qu'il y en avait un qui était modifié avec donc une hypokaliémie quand même marquée, hein, 2,4 millimoles par litre. Ok. Donc vous aviez cette information-là. Et par ailleurs, donc vous aviez aussi les résultats de résultats complémentaires, mais on va commencer par ce résultat-là, l'analyse d'urine conventionnelle. Donc urine récoltée par cystosynthèse avec des urines qui sont d'aspect jaune clair, une densité urinaire à 1,030, un pH à 7, une protéinurie à 2 croix la bandelette, une plage peroxydasique à 3 croix, des leucocytes à 1 croix sur la plage de la bandelette et par contre un culot qui ne confirme pas cette leucocyturie, mais par contre qui confirme la présence d'une hématurie modérée. Alors, la première question, y a-t-il une maladie rénale chronique? Oui, non, très probablement, peu probablement, on ne sait pas. Alors, est-ce que tu vois, Cathy, Yes, les sondages? yes, Ah, super. ça marche cette fois-ci. Top. Je sais pas pourquoi ça marchait pas la dernière fois. Bon, écoute, C'est mon ordinateur qui. informatique. Ouais. Alors, C'est partagé. ouais, c'est partagé, donc on va s'arrêter là, hein, parce que sinon, je pense que. Donc, majoritairement, vous ne savez pas. Il y a quand même quelques-uns qui se dégagent quand même avec très probablement, puis le reste, non. Ok. Bah moi perso, je trouve quand même qu'on a des éléments qui sont quand même très très probablement en faveur d'une maladie rénale chronique. Alors qu'est-ce qui peut permettre de mentionner la possibilité d'une maladie rénale chronique? Il y a notamment un certain nombre de choses selon notamment une classification IRIS hein, qui peuvent être utilisées. Par exemple, une augmentation de la créate, même si cette valeur reste dans l'intervalle de référence, notamment quand on fait des suivis annuels de créatinémie. Bon, c'est pas le cas sur Pépito puisqu'on n'a pas de suivi sur Pépito. Deuxième chose, une valeur augmentée de SDMA, on n'en sait rien puisqu'on n'a pas fait de SDMA chez Pépito. Troisième chose, des anomalies morphologiques du rein, alors notamment à l'échographie, mais ici on peut quand même suspecter fortement puisque déjà on le sent à l'examen clinique, donc à l'échographie il doit y avoir des modifications. Ça peut être une protéinurie également, une protéinurie persistante. Alors bon, certes, on n'a pas fait de RPCU, par contre, on a quand même une protéinurie, a priori, qui est relativement importante. Donc on a cette analyse d'urine et l'examen clinique qui nous permet de très très probablement suspecter quand même une maladie rénale. Bon, je dis pas que c'est sûr, mais c'est quand même très probable. Même si il n'y a pas d'azotémie. Hein, on est maladie rénale, donc avant l'apparition d'une azotémie. Donc bien sûr, ça a conduit à réaliser une échographie abdominale puisque les propriétaires en étaient motivés hein, pour avoir des informations complémentaires. Alors je vais regarder directement la synthèse puisque tout ça, c'est le compte rendu très très précis. Et donc qu'est-ce qu'on trouve? Une asymétrie rénale. Ah oui, d'accord, hein, ils sont forts hein, en échographie hein, puisqu'on l'avait trouvé à la palpation. Non, je rigole. Et surtout donc une anomalie morphologique du rein gauche qui est compatible avec une maladie rénale chronique, mais surtout une pyélectasie à gauche avec un calcul urétéral subobstructif. Ok. Donc, on confirme hein, notre maladie rénale chronique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est dire aux propriétaires des informations en termes pronostiques et en termes possiblement thérapeutiques. Pour cela, on a la classification IRIS qui peut nous aider quand même pas mal et qui peut être tout à fait utile hein, pour nous guider un peu dans le suivi de Pépito. Alors selon vous, comment définir donc son stade iris? Par la créate, par la SDMA, par le RPCU, par la bandelette urinaire, par la densité urinaire, par la pression artérielle? Je vous laisse répondre.
On a la moitié des participants là qui ont répondu à peu près. Ça va vite. D'accord, ok. Donc, Alors, du coup, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que ça se partage un petit peu entre SDMA et Créate. Ok. Bah, pardon, je sais pas ce que m'a fait. Ben oui, les deux sont possibles. Maintenant, chez Pépito, il y a eu que la créate de fait. Donc, parmi la liste, bah, c'est la créate qu'on va bien sûr choisir pour réaliser le stade Iris. Ok. Donc, je regarde la valeur de créatinémie donc de Pépito. Et donc, bon, chez un micromole par litre, vous avez l'intervalle de référence qui est à côté, hein, même si vous avez l'habitude de travailler en milligrammes par litre ou par décilitre, peu importe, hein, toutes les classifications, vous avez les deux, donc vous pouvez passer de l'un à l'autre sans problème. Et qu'est-ce qu'on trouve? 128 micromoles par litre. Donc, première interprétation, on est dans l'intervalle de référence. Ok. Maintenant, selon la classification IRIS, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que de toute façon, on avait dit qu'il y avait une maladie rénale chronique, hein, d'après l'image échographique et puis possiblement donc l'analyse d'urine, mais déjà l'image échographique. Ok, mince, excusez-moi, j'ai fait des bêtises. Donc on a une maladie rénale chronique. Maintenant, à quel stade? Bon, on sait que on est sur une maladie rénale chronique avec les images et que Pépito il est stable. Hein, donc on peut tout à fait réaliser le stade IRIS avec cette mesure de créatinémie et ou cette valeur de SDMA, puisqu'il est stable cliniquement. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que sa valeur de 128 est inférieure à 140. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser? On peut penser que Pépito, il est en stade 1. Alors, ça pourrait éventuellement être complété, bien sûr, par une SDMA, mais bon, déjà, ça peut peut-être suffire très largement pour estimer globalement ce qu'il en est de Pépito. Alors maintenant, on pourrait se poser la question de savoir quels examens complémentaires nous paraissent intéressants à ce stade. Cathy, Oui, je vois, avant de passer au sondage, voilà, tu vois la question. la question. Ok. Alors effectivement, vous avez raison. Donc il y a une question concernant l'état de déshydratation et peut-être que il aurait fallu le réhydrater pour pouvoir estimer correctement le stade iris. C'est vrai, je suis assez d'accord avec ça. Bon, maintenant ça a été il faut voir avec bien évidemment les propriétaires. Peut-être que on pourrait changer de stade. Hein. Encore une fois, ça pourrait nécessiter de réaliser un contrôle après une réhydratation. Je suis assez d'accord avec vous. Bon, peu importe. On continue, donc ok pour ça. Cette juste remarque, hein, cette très juste remarque. Alors, maintenant, du coup, je vais mettre le sondage. Mais c'est possible hein, qu'on soit en stade 1 ou 2, hein, c'est tout à fait possible. Hein, vous allez voir, hein, c'est ce qu'on a dit. Mais en tout cas, une chose importante, quels examens vous paraissent intéressants à ce stade pour un peu compléter les choses, c'est-à-dire en fonction de la classification, notamment IRIS. Alors, on peut déjà, pour affiner ce stade et du coup, donc peut-être le pronostic et la thérapeutique à mettre en œuvre, et puis éventuellement donc apprécier les complications ou bien les raisons qui ont été à l'origine de cette insuffisance rénale. Donc, je vous ai proposé un certain nombre de choses, NFS plus frottis, analyse d'urine, RPCU, pression artérielle, CBU, SDMA. Alors du coup, j'attends vos réponses. Bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs réponses, hein, et donc n'hésitez pas à répondre plusieurs possibilités si vous le souhaitez. Alors, moi, je suis en train de répondre, donc j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Donc, voilà, ça y est, j'ai répondu. Et donc, je vous laisse répondre un petit peu également. Peut-être que vous arrivez à faire plusieurs choses à la fois. Alors, du coup, donc là, je vois que ça se partage pas mal. Il y a plein de trucs différents. Mais par contre, il y a deux grands gagnants, hein, c'est pression artérielle et RPCU. Bon, ça bouge un peu là, mais bon, je vous donne, hein, ça va vous influencer comme ça sur vos votes pour ceux qui n'ont pas voté. Les deux premiers, c'est pression artérielle et RPCU. Alors, donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. En fait, moi, j'aurais répondu tout, hein, si j'avais à répondre. Maintenant, si on veut suivre la classification IRIS, c'est vrai que il y a peut-être des choses un petit peu différentes, mais on va essayer d'expliquer pourquoi moi j'aurais tout mis. Déjà, donc pour les valeurs pronostiques, très clairement, le RPCU et la pression artérielle sont très importants.
puisqu'on sait que le RPCU, lorsqu'il est élevé, donc quand on a une protéinurie importante, le pronostic va être défavorable, que ce soit chez le chien ou chez le chat, lors de maladies rénales chroniques. Donc ça, c'est un point crucial. Et la pression artérielle, bien évidemment, était aussi un élément tout à fait important, et également donc à une valeur pronostique. Maintenant, donc clairement, la SDMA peut également être intéressante pour affiner la classification de la maladie rénale chronique, pourquoi pas. Okay. Maintenant, clairement, la NFS, l'analyse d'urine, donc on l'a déjà faite, donc ça on s'en fout à la limite. La NFS et le CBU sont également importants. Pour quelle raison? Le CBU, c'est important parce qu'on sait que à partir du moment où on a une maladie rénale chronique, les protections au niveau des urines sont plus faibles que sur un individu sain, qui va avoir tendance à avoir une densité plus importante. En conséquence de quoi, eh bien, la maladie rénale chronique est associée plus fréquemment à une infection du tractus urinaire qu'un animal qui n'a pas de maladie rénale chronique. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça peut être une conséquence. Deuxième chose, ça peut être une cause. On ne sait pas ce que c'est que le calcul qui a été observé. Alors certes, on a vu dans les présentations que c'était des globules rouges qu'il y avait dans le culot, mais rien de plus. Attention, sur des pyélonéphrites, on ne voit pas forcément les agents infectieux, c'est pas toujours si évident que ça et si fin que ça. Donc la bactériologie sera quand même un petit peu meilleure et je pense est importante à réaliser. Donc elle n'a pas été entourée, mais je pense quand même que c'est vraiment important. Du coup, il y a une question, Cathy. Ouais, je vois. Ouais. Est-ce que tu peux lire la question? Oui, je vais la lire. Ouais. Donc le RPCU est à faire si. Donc la question c'est le RPCU est à faire si TOT même sans signe clinique. Oui, même s'il n'y a pas de signe clinique ou altération des valeurs biologiques. Alors oui, bien sûr, le RPCU, il est à faire à partir du moment où on a identifié une maladie rénale chronique. Alors, dès qu'on a une maladie rénale chronique, le RPCU est important. Pourquoi? Parce que c'est un facteur pronostique. Et donc, on peut tout à fait avoir une protéinurie sans azotémie. Je pense que c'est ça la question, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. J'espère avoir répondu à la question, n'hésitez pas si je n'ai pas répondu à la question. Et on va le voir donc par la suite. Donc, selon moi, tout est à faire avec des causes variées. Donc on voit SDMA, c'est pour l'affinage, je sais pas comment, de la classification IRIS. En rouge, c'est pour les valeurs pronostiques. En bleu foncé, c'est pour affiner un petit peu les différents éléments. Ah oui, du coup, j'ai vu la question, mais j'ai pas répondu à la NFS. Excusez-moi, c'est le bordel aujourd'hui. La NFS et le frottis. Pourquoi c'est intéressant de le faire dans une maladie rénale? Eh bien, clairement, le rein, vous n'oubliez pas que ça synthétise l'érythropoïétine. Eh bien, du coup, si on a une anémie, alors clairement, ça peut être plein de causes, une anémie. Ok. Mais si on a une anémie normocytaire normochrome non régénérative, possiblement, ça peut être par déficit de PO si on est dans le cadre d'une maladie rénale chronique. En conséquence de quoi, peut-être que le traitement sera possiblement à affiner dans ce cadre-là. Ou bien en tout cas, on pourra se dire, ça peut être un des éléments qui explique aussi l'état clinique de Pépito. Alors du coup, donc, on a fait tout ça. Et qu'est-ce que ça donne? L'analyse d'urine, on avait déjà vu les résultats. Bon, on va peut-être en parler un tout petit peu plus. Il va y avoir plein d'animations qui vont se mettre, mais avant que les animations apparaissent, je vais déjà quand même en parler un tout petit peu plus. Donc l'analyse d'urine, on en a parlé, mais je vais y revenir. Par contre, le RPCU, qu'est-ce qu'il donne? 0,71. 0,71. C'est supérieur à 0,4. Donc on est nettement protéinurique chez Pépito. Donc on sait que c'est un facteur pronostique péjoratif. Par contre, sa pression artérielle, elle est normale. Ok. Donc ça, c'est pas un élément trop négatif. Et si on regarde un petit peu plus, eh bien, on voit cet hémogramme qui montre une anémie. Et cette anémie, elle est comment? Elle est légère, elle est normocytaire, elle est normochrome, elle est non régénérative. Alors certes, ça peut être par déficit de PO. Maintenant, il y a d'autres causes aux anémies normocytaires normochrome non régénératives, comme un processus inflammatoire chronique, une maladie néoplasique qui évolue depuis un certain temps, une maladie hépatique chronique, une endocrinopathie, une maladie de la moelle osseuse. Donc, il peut y avoir d'autres choses. Mais quand on est dans une circonstance de maladie rénale chronique, il faut penser que possiblement c'est par déficit de PO que cette anémie est présente. Okay. Donc, peut-être qu'on a bien fait de faire de rechercher toutes ces informations-là. Il manque un truc, c'est le CBU qui n'a pas été fait. Bon, les propriétaires n'ont pas souhaité le réaliser, ça fait des frais en plus, bien sûr. Donc, on a fait ce qu'on a pu, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà beaucoup de choses.
Alors, je vais mettre l'animation en plus. Et du coup, on va voir un petit peu ce qui est important à mentionner que l'on n'a pas dit. Donc, on a parlé déjà de notre anémie et de l'EPO. On a parlé de notre RPCU, ok, qui est un facteur pronostic péjoratif et qui était à mettre en relation avec la protéinurie à 2 croix mise en évidence par la bandelette urinaire. Maintenant, il y a une chose sur laquelle on est parvenu, c'est la densité urinaire. 1,030, c'est beaucoup trop bas chez un chat, qu'il soit ou qu'il ne soit pas déshydraté. L'intervalle de référence, je vous le rappelle, chez le chat, c'est 1,035 à plus. Donc déjà, quand on est inférieur à 1,035, il y a quelque chose qui ne colle pas. Par ailleurs, il est déshydraté. Pas une déshydratation importante, hein, c'est estimé à 5%. Mais ça suffit pour dire que même 1,035, ça n'irait pas comme densité urinaire. À la limite, même 1,040. Il faudrait, chez un chat comme Pépito, avec une déshydratation à 5%, que sa densité urinaire, s'il n'avait pas de maladie rénale chronique, elle soit à 1,050, 1,060. Donc supérieure à 1,045 en gros. Donc c'est vraiment quelque chose d'important que la lecture de la densité urinaire en fonction de l'état d'hydratation, hein, et puis en fonction de l'espèce. Très très important. Donc ici, on peut peut-être, certes, affiner le stade iris, et donc on va voir ça. Alors, j'ai une petite question. Le RPCU est positif, mais il n'y a pas eu d'évaluation du culot. Ah bah si, il y a eu une évaluation du culot, puisqu'il y avait des hématies qui avaient été mises en évidence, mais des hématies en quantité modérée. Donc je reviens peut-être sur ma diapositive. T'es là, tuc. Culot, présence d'hématurie. Mais une hématurie qui reste modérée, donc qui ne peut pas augmenter le RPCU. Par ailleurs, le CBU n'a pas été réalisé, certes, mais si il y avait une bactériurie sans leucocyturie, ça n'affecte pas le RPCU. Ça a été nettement mis en évidence dans différentes publications. Il faut qu'il y ait pas mal de globules blancs pour que ça puisse altérer le RPCU. Donc, affinons notre classification. Donc, on va rester, puisqu'on n'a que la créatinémie, sur notre stade 1. Mais en plus, qu'est-ce qu'on est? On est protéinurie, puisqu'on a une protéinurie qui est supérieure à 0,4. Par contre, on n'est pas avec une hypertension, on a une pression artérielle qui reste dans l'intervalle de référence. Ok. Donc du coup, on est en maladie rénale chronique, donc de stade probablement 1, protéinurique. Il suffit après de regarder les recommandations, et donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas médecin. Donc il suffit de lire, hein. Il y avait des lithiases, peut-être qu'il faut les traiter, donc à voir comment ça pourrait se traiter éventuellement. Une mise en place d'une thérapeutique à base de potassium, puisqu'il a une hypokaliémie sévère, Pépito, et puis une alimentation, de mesure hygiénique, bien sûr, on ne va pas lui donner des antibiotiques néphrotoxiques, etc. Et puis un suivi surtout régulier à 6 mois. Alors comme vous avez pu le voir dans les résultats, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un suivi à 6 mois. Alors, ce suivi à 6 mois, qu'est-ce qu'il donne? Alors, il donne à l'examen clinique RS. Par contre, les propriétaires mentionnent une polyuropolydipsie qui est survenue. Un bilan biologique relativement modéré a été réalisé, montre une créatinémie qui reste dans l'intervalle de référence à 165 micromoles par litre. Une urémie qui, par contre, elle est au-dessus de l'intervalle de référence, donc une hyperurémie. Une kaliémie qui reste basse, mais un petit peu supérieure, donc toujours une hypokaliémie. La phosphatémie est normale et le reste ne montre pas d'anomalie. L'analyse d'urine montre que la densité urinaire baisse, 1,021. Alors c'est sur une ponctuelle, hein, donc faut pas non plus. La protéinurie est à 3 croix cette fois-ci. Je pourrais presque penser qu'elle a augmenté, sachant que la densité urinaire a baissé. Donc bien sûr, une protéinurie est d'autant plus forte que la densité est basse. Le reste, RAS, donc on a un pH qui reste acide. N'oubliez pas une chose, pour interpréter la protéinurie, il faut que le pH soit acide. Dès qu'on a un pH qui est supérieur ou égal à 8, la protéinurie sur la bandelette ne marche pas. Et on a un RPCU qui a explosé. Il est à 4,13. Et là, manque de bol, autre chose est apparue. Une pression artérielle qui a nettement monté à 198 mm de mercure, associée à des signes d'hypertension artérielle systémique au niveau du fond de l'œil. Ah, bon,
Pépito ne va peut-être pas très bien. Alors maintenant, donc, bon, clairement, on a compris que ça s'aggravait, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de déterminer comment vous pouvez faire dans la pratique avec peut-être des choses très simples, parce que Pépito, les gens ont été d'accord pour mettre des sous. Maintenant, comment faire avec des moyens simples, donc pas trop onéreux, pour savoir s'il y a une aggravation chez Pépito. Par exemple, on va travailler sur la créate. Donc cette créate, en 6 mois, elle est passée de 128 micromoles à 165 micromoles par litre. Selon vous, est-ce que, uniquement en vous fiant à la créate, on ne regarde pas tout le reste, donc vous êtes dans le cas où les propriétaires n'ont pas trop de sous, ils ont quand même envie de soigner Pépito, et donc on n'a que la créate. Selon vous, est-ce que la maladie rénale chronique s'est aggravée? Donc oui ou non? Alors, vous me dites que majoritairement oui. Alors vous êtes, je suis sûre, influencé par les données de Pépito. Maintenant, on va essayer de travailler de façon pas comme ça au nez, mais on va essayer de travailler de façon un tout petit peu plus scientifique. Alors, on va regarder comment faire. Donc maintenant, je vais vous donner un truc pour que vous puissiez dire avec donc uniquement une valeur de créate de suivi s'il y a aggravation ou non pour un de vos patients. Et ça s'appelle, regardez, la différence critique. Alors c'est un mot sauvage, bon. Mais c'est quoi le truc? C'est d'essayer de comprendre si une variation entre deux valeurs consécutives est effectivement significative, à savoir que est-ce qu'une augmentation va vous permettre de dire que c'est une aggravation? Est-ce qu'une diminution va vous permettre de dire ah j'ai amélioré mon animal? Alors c'est un calcul, c'est un calcul de stats. Mais bon, peu importe, on peut trouver ces valeurs-là dans la littérature et je vais vous le donner pour l'urée, la créate, SDMA. Pour la créate, c'est combien? C'est 25%. Alors, ok. Alors ça veut dire quoi, ça 25%? 25% de quoi? Alors, on va essayer de faire le calcul ensemble. Donc il faut que l'augmentation à 165% soit plus que 25% par rapport à 128. Donc comment je fais? Je fais 165 moins 128 divisé par 128 pour avoir des pourcents multipliés par 100. Et donc ça nous donne quoi? 165 moins 128, ça fait je sais pas combien, divisé par 128, et ça nous donne 28,9%. Donc l'augmentation, elle est de 28,9% chez Pépito. Et donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la créate, elle a augmenté de plus que 25%, puisqu'elle a augmenté de 28,9%. Donc, Pépito s'est aggravé. Et donc, juste avec la créate, vous savez si c'est assez aggravé ou non. Alors, juste pour revenir, par exemple, pour la SDMA, si on suit la SDMA, là, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il faut que l'augmentation soit de 60% à peu près. Pour que, entre deux valeurs, ça soit significatif et qu'on puisse dire il y a une aggravation ou il y a une amélioration. Et on a une bonne réponse dans le chat, Cathy. Je ne sais pas si tu as vu, mais... C'est quoi? Attends, parce que je peux pas suivre les sondages, le chat et David qui a répondu avant que tu donnes la réponse. Super, bravo. Voilà. Super. Ça mérite d'être souligné. Eh bien, bonjour Anne, j'avais pas vu le message de Anne. Je reviens sur mes sondages. Bon non, je peux rester sur mon chat, excusez-moi. Alors, du coup, est-ce que là, on peut se demander, est-ce que l'urée, pareil, l'augmentation est significative? Si on fait le calcul, donc il faut que l'augmentation soit de plus de 50% pour l'urée. Ici, quand on fait le calcul, on a 68%. Donc on a aussi une augmentation qui est significative. Alors, vous allez me dire, mais on s'en fout, il y a les intervalles de référence, ça suffit. Non, ça marche pas les intervalles de référence. Vous savez bien, la créate, c'est un problème parce que la créatinémie, en fait, comme elle varie en fonction de la masse musculaire, l'urémie en fonction des repas, en fonction de plein de trucs, du coup, il faut vraiment faire un suivi pour savoir. Et c'est vraiment le suivi et les augmentations ou diminutions qui permettent de dire ça va mieux ou ça va pas mieux. Alors, j'ai une petite question. Ne doit-on pas interpréter l'augmentation de la créatinémie par rapport au poids du chat, prise ou perte? Alors,
Ouais, bah, on peut compliquer les choses à l'infini, c'est vrai, mais c'est déjà pas mal de regarder s'il y a une augmentation. Parce que certes, en 6 mois, il a pu perdre du poids, hein, ça je suis d'accord. Mais alors, bonjour le calcul, hein, moi je sais pas le faire. Donc c'est déjà bien d'avoir des choses relativement simples, hein. Mais effectivement, on peut compliquer les choses, hein, je suis totalement d'accord avec cette remarque. Par contre, pour l'urée, là, on peut tout à fait se dégager de cette augmentation, de cette perte de poids, en sachant quand même qu'il faut qu'on soit à distance des repas. J'ai une autre question. Si on a 2 valeurs de créate en suivi, mais sur 2 analyseurs différents, peut-on aussi tenir compte de 25%? Bah non, pas du tout. Il faut que ça soit fait sur le même analyseur. Et dans la mesure du possible, sur un animal qui est à jeun. Ouais, je sais, c'est compliqué. Ah ouais, non, mais on peut compliquer les choses à l'infini, hein, ça c'est sûr. Hein, ça, je suis d'accord avec vous. Hein. Il faudrait qu'il n'ait pas perdu de poids, faudrait que. Enfin bon, etc. Mais déjà, ça vous donne quand même des petites idées. J'essaye de vous aider, moi, et vous voulez encore en plus en compliquer les choses. Bon. Alors après, donc bien sûr, sur Pépito, on a aussi la baisse de densité urinaire, ce RPCU qui a augmenté, et puis l'apparition de cette hypertension. Donc bon, bah clairement, on sait qu'il y a une aggravation de la maladie rénale chronique. Donc bah, on n'est jamais avec un seul argument, hein. Mais en tout cas, c'était juste pour vous faire comprendre comment interpréter une augmentation, une diminution de l'urée, de la créate et de la SDMA. Alors, du coup, donc, bah, ici, on a une créate à 165 micromoles par litre, donc on peut clairement modifier le stade, hein, de Pépito, et donc bah, on est en quel stade? Bah, on est en stade 2, hein, puisqu'on est entre 140 et 250 micromoles par litre. Et par contre, qu'est-ce qu'on a? On a Pépito qui est protéinurée, qui est là très fortement et qui est en plus hypertendu. Ok. Bon, pauvre bête. Donc bien sûr, bah, il va falloir ajuster le traitement en mettant en plus de tout ça quelque chose pour limiter l'hypertension. Donc c'est du telmisartan qui a été mis en place. Et puis bah du coup après donc un suivi régulier et là à 3 mois, hein, et non plus à 6 mois. On continue de voir ce suivi. Alors ce suivi, qu'est-ce qu'il donne à 3 mois? Bah là il a perdu du poids. Alors que la dernière fois, si je ne m'abuse, je me souviens plus, mais je crois qu'il n'avait pas perdu de poids. Je reviens sur mon truc. Ouais, il n'avait pas perdu de poids. Du coup, celui qui m'avait dit avec la perte de poids, c'était juste pour m'embêter. Hein. Non, je rigole. Alors, du coup, donc on est à 9 mois après le début des choses. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, il a perdu 400 grammes, Pépito. Il est toujours déshydraté à 5%. Alors là, les valeurs, qu'est-ce qu'on voit? Donc, un bilan biochimique a été réalisé. On a une créatinémie à 277 micromoles par litre. Donc là, on est en dehors de l'intervalle de référence. Ça nous fait une augmentation de plus de 40% en 3 mois. Hein, donc clairement, même bon, s'il y a une perte de poids, hein, toujours à moduler, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, bon, c'est probablement quand même significatif. Par contre, le potassium, on est un petit peu mieux en kaliémie, hein, on est à 3,4, donc on est quand même proche de l'intervalle de référence. Donc le traitement semble peut-être faire effet. Maintenant, c'est qu'une valeur, hein, donc c'est un petit peu compliqué de dire de façon très très fiable. Phosphatémie reste normale et le reste du bilan reste normal. Une question, il y a une hypokaliémie persistante, on cherche l'hyperaldostéronisme. Oh, peut-être pas tout de suite parce qu'il est quand même monté à 3,4. Je pense que bon, une hyperaldostéronisme avec 3,4 c'est possible, hein, mais bon, c'est pas forcément à rechercher tout de suite, sachant quand même qu'il a quand même un calcul urétéral pseudo-obstructif. Donc je pense que ça peut déjà expliquer quand même pas mal de choses. Maintenant, on peut le chercher, bien sûr. L'analyse d'une urine nous donne les résultats suivants. La densité urinaire est à 1,014. La protéinurie est à 2 croix. Et là, on a un RPCU qui s'est nettement amélioré. Hein, donc, telmisartan a dû faire son effet. On est à 0,99. Il y a sur le culot urinaire des cylindres granuleux, quelques cristaux amorphes. Sa pression artérielle est à 152 mm de mercure. Ok. Donc, bon, ouais, il s'aggrave. Hein. On a une créatinémie donc à 277 micromoles par litre, donc si l'on en croit la classification IRIS, on est en stade 3. On est avec une valeur de pression artérielle qui est correcte, hein, limite. Donc a priori le traitement quand même fait bien effet.
Et puis, on a RPC augmenté, hein, donc on est en stade 3, protéinurique. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenir le traitement qu'on a mis en place et puis faire un suivi régulier, tous les 3 mois. Donc voilà pour l'histoire de Pépito. Si on résume tout ça, donc Pépito, il a une maladie rénale chronique qui probablement est liée à sa maladie lithiasique. Il y a eu peut-être d'autres choses aussi, hein, mais enfin, clairement, ça doit être quand même en cause. Cette maladie lithiasique, pour quelle raison est-elle présente? Peut-être des prédispositions, peut-être une alimentation, peut-être autre chose. Il n'y a pas eu de bactériologie urinaire quand même. Donc, je ne sais pas la nature de ces calculs, hein, donc je reste prudente. Cette maladie rénale chronique, elle a eu quand même beaucoup de conséquences. Alors, dans ces conséquences, qu'est-ce qu'on a? Une baisse de densité urinaire qui est à l'origine donc d'une PUPD et d'une déshydratation. À l'origine ici d'une protéinurie, ce qui n'est pas toujours le cas chez le chat, et loin de là. Au bout d'un certain temps, une azothémie est apparue. Très rapidement est apparue une hypokaliémie. On a donc une anémie normocytaire normochrome non régénérative qu'on n'a pas suivie très très précisément donc chez Pépito pour limiter un petit peu les examens complémentaires. Et puis donc avec apparition donc d'une hypertension. Une cylindrurie également a été mise en évidence, traduisant donc une souffrance rénale. Donc pas mal de choses, mais pas d'hyperphosphatémie. Donc la calcémie n'a pas été mesurée tout au long, mais en tout cas au départ, il n'y avait pas d'anomalie. Et donc après, j'ai une petite question. Lors du dépistage avec mise en évidence du stade 1 ou 2, a-t-on proposé le FGF23? Est-il proposé systématiquement? Pas du tout, ça n'a pas été fait. Je pense qu'on manque un petit peu de recul pour faire du FGF23. Par ailleurs, je ne suis pas convaincue que... J'aimerais avoir un petit peu plus de recul quand même pour l'interprétation, parce que je pense que c'est un marqueur précoce de maladie rénale. Je pense qu'ici on avait tous les éléments pour penser qu'il y avait maladie rénale, donc faut-il le faire? Je ne suis pas forcément totalement convaincue de la chose. D'autant qu'on n'avait pas de modification de la phosphatémie ni de la calcémie dans ce cadre-là. Nous voici avec ce cas. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et donc on va pouvoir passer peut-être à Moka. J'avais l'impression que... Ouais, c'est pour ça que j'attendais un peu parce que... Non, mais il y a quelqu'un qui est en train de... Il y a David qui est en train d'écrire dans le chat, mais peut-être pour... Ok, bon alors je continue. Pour confirmer que tu as bien répondu, continue et puis au pire, on revient. Alors c'est Moka. Donc Moka, c'est un chien setter anglais de 5 ans. Qui a une histoire de... J'allais dire une histoire de merde. Bon, excusez-moi pour les mots peu châtiés. Il y a des questions qui sont apparues. Oui, alors... Si on j'ai pas compris. pour l'hypertension, doit-on rajouter un IEC pour la protéinurie? Alors attention, je ne suis pas médecin, donc je ne réponds pas aux questions de médecine. Je ne suis pas capable. Je suis désolée, mais je suis vraiment incapable de répondre à ces questions-là et je ne voudrais pas le faire. Donc ça, il faudra aller poser les questions à un médecin ou à une médecine. Alors ensuite, il y a David qui pose une autre question. J'avais retenu qu'on avait une modification du FGF23 avant la phosphatémie, permettant d'orienter justement sur le besoin de changer de régime alimentaire ou pas. C'est un marqueur précoce. Maintenant, est-ce qu'il faut changer la mise en place, le régime alimentaire? Je ne suis pas certaine qu'on soit encore capable de dire très très précisément. Mais... Alors, je pense avoir lu à peu près les réponses, enfin les articles là-dessus, mais je trouve pas que ce soit si évident que ça pour le moment. Alors après, si vous avez un papier plus précis que ça, mais je suis pas forcément suffisamment pertinente sur le sujet pour répondre à ça. Maintenant, j'aime pas trop les indications de la mesure de la concentration FGF23 qu'on a actuellement. Donc pour moi, c'est un marqueur possiblement précoce, mais qui se mélange
à l'interprétation du bilan phosphocalcique qui peut être modifié dans plein d'autres situations. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que le FGF23, en fait, c'est l'hormone qui régule la phosphatémie et donc dont la concentration va augmenter quand il y a une hyperphosphatémie. Et donc pour essayer de réduire cette phosphatémie. Donc du coup, elle intervient clairement lorsqu'il y a une maladie rénale, puisque dès qu'on a une diminution du débit de filtration glomérulaire, la phosphatémie peut augmenter. J'ai dit peu parce qu'il y a tellement de régulation de cette phosphatémie qu'elle n'augmente pas toujours. Par ailleurs, une chose importante, n'oubliez jamais, une hyperphosphatémie n'est pas du tout un marqueur de l'insuffisance rénale aiguë ou chronique, elle peut être présente dans les deux situations. Donc ça ne permet pas de faire la distinction entre aiguë et chronique. Maintenant, ce qui me gêne dans le FGF23, donc ça a l'air d'être relativement intéressant comme marqueur donc assez précoce de maladie rénale, si on n'est pas sûr qu'elle soit présente. Sur MOCA, ça posait pas de problème, puisqu'on avait tous les éléments qui nous orientaient, avec l'échographie, avec l'analyse d'urine. Donc là, ça serait pas vraiment un marqueur précoce, puisqu'on l'a identifié, cette maladie rénale. Et il faut bien avoir en tête que le FGF23, il intervient dans le métabolisme phosphocalcique. Donc ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas une autre raison pour modifier ce bilan phosphocalcique avant d'interpréter des variations de ce FGF23. Je ne sais pas si je suis assez claire. Donc pour David, pour moi, c'est vraiment donc un marqueur précoce si on n'est vraiment pas sûr qu'il y a une maladie rénale. Ici, sur Pépito, on est sûr qu'il y en a une. Il y avait tous les éléments pour le dire. Il y avait déjà de la modification de la densité urinaire. Je ne réponds pas aux questions de médecine interne et donc de thérapeutique. Excusez-moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas médecin, je suis juste biologiste. Moi, je suis Dr House. Après, non, Cathy, je pense que la question de Blandine, c'était plutôt si tu connaissais sa dose à lui, à Pépito. Ah non, je sais, je l'ai pas marqué. Alors si je l'ai pas marqué, je sais pas par cœur. Alors là, si je l'ai pas marqué, excusez-moi, mais non. Pardon. Est-ce que c'est bon? Oui, il y a Mathilde qui est en train d'écrire aussi dans le chat, je sais pas David, si... c'est bon? Si j'ai à peu près répondu à ta question ou pas? Oui. Attends, très clair, mais si on n'est pas sûr à l'aide des autres marqueurs car ils apparaissent normaux, à quel moment on pourrait proposer le FGF23? Mais en fait, on peut le proposer, mais il faut bien s'assurer que le reste du métabolisme phosphocalcique n'est pas altéré pour une autre raison. Donc il faut faire le diagnostic différentiel après d'une modification de la calcémie ou de la phosphatémie, en sachant quand même que le FGF23, c'est un régulateur de la phosphatémie. Alors attends, parce que du coup, on a pas mal de questions finalement dans le chat. Mathilde, pareil, je réponds pas aux questions cliniques. Hein. Je vous ai mis la classification IRIS et puis toute la démarche qu'il faut suivre. Donc, vous pouvez suivre ce qui est recommandé selon les classifications IRIS. Moi, je vais pas parler de ça. Je suis pas capable d'avoir j'aime pas parler de trucs en fait que je maîtrise pas parce que je peux pas avoir d'esprit critique. Et j'aime pas du tout ne pas avoir mon esprit critique. Donc je laisse ceux qui savent avoir un esprit critique. Désolée, hein, mais vraiment, j'aime pas, je me sens pas à l'aise quand j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Et donc je peux pas juger. Et j'ai pas fait la biblio à ce sujet, donc moi je sais pas les alimentations. En plus j'aime pas la lime, alors désolée. Je sais, je suis complètement, je vous sers à rien en fait. Mais Bon. non, Cathy. Non, mais ça serait peut-être mieux que ce soit un médecin et pas moi qui fasse ces présentations. Hein. La prochaine fois, il faut que vous demandiez à un médecin. Hein. Non, mais ça pourrait être intéressant effectivement d'avoir les deux. Ah bah bien sûr, bien sûr. Voilà, Non, les deux. Donc pour la prochaine fois, ça peut, pourquoi pas être un sujet de réflexion. Oui, mais bien sûr. Mais je suis d'accord. Hein. C'est de toute façon le complément indispensable. Hein. C'est trop cool quand on est avec un médecin. Hein. C'est clair. Alors du coup, on va quand même passer moi je suis côté plutôt diagnostic, hein, donc Dr House, hein, j'ai pas la canne, mais bon, j'y songe. Donc, MOCA maintenant. Alors MOCA. Donc MOCA, je sais pas si on ira jusqu'au bout de tout parce que c'est quand même, j'ai mis beaucoup de choses, donc vous verrez, hein, on verra comment on peut se sortir de ce cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va mourir hein, parce que c'est catastrophique, mais ce qui est intéressant, c'est toutes les anomalies et donc de les gérer toutes ces anomalies et de les comprendre.
C'est comme un petit peu les modifications qu'on a vues pour Pépito pour savoir comment interpréter les augmentations de valeur. Je pense que c'est vraiment super intéressant, ça, super important. Alors, Moka, donc, c'est un chien qui a des œdèmes des membres qui évoluent depuis une semaine. C'est associé à un abattement marqué. Il a une dysorexie, un amaigrissement depuis 2 mois. Ce chien, il a des antécédents qui sont absolument indispensables à connaître et qui probablement sont à l'origine de tout. Donc, il a eu des migrations d'épillets à des endroits variés, donc cérébraux. Enfin, il a eu un NPM cérébral, il a eu des épillets dans les oreilles, des abcès rétromandibulaires, probablement par migration d'épillets. Ça s'est passé avec donc des plus ou moins résolutions, puis ça c'est revenu à cause de la migration de ces épillets. Et ça donc depuis 2 ans. Donc il y a eu 4 épisodes de fluctuation, donc catastrophe. Bon, tout ceci a probablement été à l'origine de la mise en place de crises d'épilepsie qui ont été non traitées parce que pas très très fréquentes. Et ça donc depuis 8 mois. Donc on pense vraiment qu'il y a une relation avec ces irritations permanentes liées aux épillets migrants. Et il a par ailleurs, donc 2 ans auparavant, donc peut-être en relation aussi, on n'en sait rien, un épisode d'hématurie avec des cristaux de struvite. Donc il y a 2 ans. Ok. Ça fait beaucoup pour le même chien. Il est par ailleurs vacciné, il est déparasité, interne-externe, et il mange quand même des croquettes Hills Urinary. Bon, c'est pas ça qui va le sauver. À l'examen clinique, on peut constater que Moka est donc en état général moyen. Il a un score corporel de 3 sur 9, pas brillantissime, puisqu'il a perdu quand même 15% de son poids en 2 mois. Il est abattu. À niveau de l'appareil cardiovasculaire, les anomalies que l'on voit sont la présence de muqueuse pâle avec un temps de remplissage capillaire à 3 secondes, pourtant pas réellement de déshydratation observée. Appareil respiratoire, pas grand-chose. Palpation de l'abdomen, un abdomen gonflé et distendu, avec des téphastes positifs. Un examen oculaire qui montre une chassis modérée sur les 2 yeux. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit OU, je suis désolée. Et à l'examen orthopédique, donc des œdèmes des membres thoraciques. Bon, ok. Alors du coup, donc face à tout ça, bon, on est parti de diagnostic différentiel de l'œdème qui est présent sur les membres thoraciques. On aurait pu mettre aussi l'abdomen gonflé. Donc qu'est-ce qui peut être à l'origine d'œdème périphérique? C'est toujours une question qu'on peut se poser, c'est pas toujours simple. Alors si on prend, ça doit être l'Ettinger ou quelque chose de ce genre-là. Ça peut être lié à quoi? Des œdèmes périphériques et une augmentation de la pression hydrostatique. Donc un problème notamment circulatoire. Je vais prendre un exemple comme problème circulatoire, une insuffisance cardiaque droite par exemple. Ça peut être lié à une baisse de la pression aquatique par hypoprotidémie, hypoalbuminémie principalement. Je vais prendre un exemple, un déficit de synthèse de l'albumine dans le cadre d'une insuffisance hépatique. Ça peut être une augmentation de la perméabilité capillaire. Par exemple, une vascularite dans le cadre, pourquoi pas, prenons un exemple, d'une septicémie ou d'une envenimation ophidienne. Ça peut être ailleurs que sur le trajet vasculaire, ça peut être sur le trajet lymphatique, avec par exemple une tumeur, quelque chose sur le trajet lymphatique, nœud lymphatique ou autre chose. Une tumeur par exemple lymphatique qui bloque le trajet de retour et donc est à l'origine d'œdème. Ok, donc on a pas mal de choses qui, bien sûr, doit conduire à la réalisation d'un certain nombre d'examens complémentaires. Bien sûr, il y a de l'imagerie dans tout ça, il y a de l'examen clinique attentif, et puis il y a du bilan biologique. Donc nous, on va peut-être un peu plus travailler sur le bilan biologique. Je vous fais confiance sur ce qui est imagerie et ce qui est clinique, parce que moi, je ne maîtrise pas vraiment. Alors, dans tout ça, on a vu augmentation donc, de la perméabilité capillaire, donc vascularite par exemple, et donc bien sûr bilan inflammatoire. Donc dans ce bilan inflammatoire, on peut être amené à réaliser déjà dans un premier temps un hémogramme. L'hémogramme de Moka, qu'est-ce qu'il montre? Pas grand-chose, il n'y a aucune anomalie. Le frottis est normal. Bon, vous avez vu, c'est joli, hein, mon appareil il donne plein d'images. Bon, c'est pour rire. Ensuite, un bilan biochimique qui peut être relativement important, possiblement, puisqu'on doit faire quand même un bilan hépatique assez avancé, un bilan protéique et inflammatoire assez avancé, et potentiellement, il y a eu un bilan un petit peu plus complet que ça, qui a été fait sur Moka. Ce bilan, qu'est-ce qu'il nous a montré? Il nous a montré une hypocalcémie légère,
c'est le calcium total qui a été mesuré. Il nous a montré une hypoalbuminémie, légère aussi, légère à modérée, et une hypercholestérolémie, également légère à modérée. Donc rien de monstrueux, mais des anomalies quand même significatives, très nettement significatives. Ok. Alors, on va donc éplucher ces 3 anomalies, bien sûr, et donc je vous pose une première question. Selon vous, quelle est la cause la plus probable de cette hypocalcémie totale? Est-ce que c'est artefactuel? Est-ce que c'est une perte rénale? Est-ce que c'est une complexation avec des phosphates? Est-ce que c'est un hypoparathyroïdisme primaire? Est-ce que c'est une pancréatite aiguë? Je sens qu'il y en a qui ont lu les données cliniques de MoCA et qui ont été un peu influencés. Alors, donc, vous êtes majoritairement pour les pertes rénales. Alors, est-ce que ce sont des pertes rénales de calcium, donc une calciurie? Pas bien sûr. Pas bien sûr, pourquoi? Parce que moi je pense que cette hypocalcémie, il faut déjà le raisonner de la façon suivante. Vous avez bien du coup noté que c'est le calcium total qui a été mesuré. Ok. Or, pardon, excusez-moi, le calcium total, à quoi ça correspond? En fait, ça correspond à plusieurs choses, puisque le calcium, en fait, il existe sous 3 formes dans le sang. Il y a le calcium libre, calcium également dionisé, qui correspond à peu près à 50% de la totalité. C'est à peu près, hein. Et c'est la forme active et la forme régulée. C'est la forme qui fait que quand on a une hypercalcémie, on a une PUPD. Ou quand on a une hypocalcémie, on peut avoir des symptômes de fatigue. Mais il en reste 50% de calcium. Dans ces 50%, il y a la grande majorité qui est liée aux protéines. Et la grande majorité à l'albumine. Et puis il y en a un petit peu qui est lié à des anions. Par exemple, les phosphates. Okay. Ceux-là, ils ne sont pas régulés réellement. Par contre, c'est un truc un petit peu automatique, ces liaisons aux charges négatives. Donc qu'est-ce qui se passe? Si par exemple, on a une protidémie à, je sais pas moi, 120 grammes par litre, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir plein de charges négatives dans le sang. Donc le calcium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se mettre sur les charges négatives. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le calcium libre, il va très 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 brusquement diminuer. Mais ça, c'est pas possible, parce que le calcium libre, c'est lui qui doit être actif et qui doit servir à toute la machinerie neuromusculaire, etc. Et à l'hémostase, etc. Donc c'est pas possible. Donc il est tout de suite régulé. S'il y a une hypocalcémie, qu'est-ce qui se passe? Il y a la PTH qui va être sécrétée. Et oups, vite, 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 il y a du calcium ionisé qui va venir dans le sang. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? La calcémie totale, elle va augmenter. Et est-ce que le calcium ionisé va augmenter? Non, parce que lui, il est finement régulé. C'est quoi la partie qui va augmenter? C'est celle qui est liée aux protéines, parce qu'il y a 120 grammes par litre dans le plasma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on interprète un calcium total, il faut bien avoir une petite idée de la protidémie et de l'albuminémie. Ici, qu'est-ce qu'on a sur MoCA? MoCA, il a une hypocalcémie. Il a une hypoalbuminémie, pardon. Il a une hypocalcémie, certes, mais il a une hypoalbuminémie. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser? Cette partie, il y a moins de charge négative, donc le calcium, il est moins absorbé sur les protéines, et en particulier sur l'albumine. Conséquence de quoi? Le truc total de calcium, les 50% actifs régulés, là, ils vont pas bouger, hein, puisque c'est finement régulé. Mais comme il y en a moins qui est lié aux protéines, qu'est-ce qui va se passer? La quantité totale, elle va diminuer. Si on mesure ce calcium libre ionisé, lui, il va être normal. C'est ce qu'on a fait sur MoCA. Qu'est-ce qu'on trouve? Calcium ionisé. Ah tiens, c'est normal. Donc c'était purement artefactuel. Donc attention, quand on mesure le calcium total, c'est toujours à interpréter en fonction de la protidémie et de l'albuminémie. Maintenant, donc, on a fait son sort à la calcémie dont on se fout complètement chez MoCA. Alors, hypercholestérolémie maintenant.
Alors, quel est le différentiel? Le différentiel, ça peut être un régime riche en graisse, ça peut être une hypercholestérolémie primaire, raciale. Ça peut être secondaire à quelque chose de pathologique, obésité, dysendocrinie, pancréatite aiguë, syndrome néphrotique, cholestase, puis après d'autres trucs un petit peu moins fréquents et qui sont pas toujours présents. Enfin, qui sont pas toujours associés à une hypercholestérolémie, même plutôt pas fréquemment. Bon. Alors, donc, mon cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, régime riche en graisse, il mange pas trop, bof. Primaire, non, il n'y a pas de race, les races ne sont pas la sienne. C'est un cétère, il n'y a pas de cétère là-dedans. Pathologique, il n'est pas obèse. Hein. Alors après, donc on a quelques petits trucs, pourquoi pas. Dysendocrinie, diabète sucré, sa glycémie elle est normale. Hypercorticisme, ALAT, PAL, gamma-GT, tout ça, normal. Corticoïdes exogènes, il n'y en a pas. Pancréatite aiguë, il n'a pas de trouble digestif mentionné. Bon, donc ça paraît peu probable. Maintenant, il n'y a pas eu de mesure de lipase, de GR lipase ou de CPL. Pourquoi pas. Syndrome néphrotique, pourquoi pas. Cholestase, j'ai pas de modification de mon bilan hépatique. PAL, gamma-GT sont normales. Lymphome, cause infectieuse, bon, pourquoi pas. Infectieuse, bon, j'ai pas d'anomalie de mon hémogramme, parvovirose, bon, c'est peu probable sur ce chien. Il est vacciné, il n'a pas de trouble digestif. Et puis lymphome, pourquoi pas. Bon, ok, d'accord. Bon, donc on a pu éliminer un certain nombre de choses. Donc il nous reste à exclure hypercorticisme. Excusez-moi, je l'ai pas pareil, mais il faut l'enlever. Ok, il nous reste des choses à exclure. Alors en faisant quoi? Pour la dysendocrinie, peut-être en faisant une T4. Enfin, quand même, il n'a pas un profil d'hypothyroïdien. Pour la pancréatite aiguë, pourquoi pas, en faisant donc les analyses qu'on a dit, syndrome néphrotique, une analyse d'urine, puis après, peut-être en faisant une vérification de maladies inflammatoires avec un bilan inflammatoire un peu plus complet que juste l'hémogramme, CRP, pourquoi pas, et lymphome en faisant une ponction de lymphatique, une échographie abdo, pourquoi pas. Ok. Maintenant, l'hypoalbuminémie. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme cause d'hypoalbuminémie? Donc, hypoalbuminémie, je cherche dans ma tête, ça peut être une augmentation des pertes. Ça peut être rénal, ça peut être digestif, ça peut être cutané, ou ça peut être des pertes de sang massives. Ça peut être une baisse de fabrication, ou bien une baisse d'apport. Donc, on a insuffisance hépatique, processus inflammatoire, où là, c'est une augmentation en fait de destruction plutôt de l'albumine. On peut avoir une cachexie, malnutrition. Il n'est pas bien épais, mais enfin, il est quand même pas cachectique. Et puis, on peut avoir, dans le cadre notamment du myélo multiple, une hyperglobulinémie sévère qui contrecarre en fait la fabrication d'albumine, parce qu'il n'y a plus d'acide aminé disponible. Et puis enfin, donc l'hémodilution a une perf ou des désordres d'hémateux. Éventuellement aussi le syndrome de SIADH, le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, excusez-moi. Alors, nous voilà avec tout ça, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il y a des choses que l'on peut éliminer. Les pertes digestives, je les éliminerai pas complètement, mais enfin, on n'a pas vraiment de diarrhée qui sont mentionnées. Pertes cutanées, on n'a rien. Hémorragie massive, son hémogramme est normal. Dans les baisses d'apport, insuffisance hépatique, son bilan biochimique ne nous permet pas de penser une telle chose. Maladie inflammatoire, on n'a peut-être pas été jusqu'au bout, il faudrait peut-être faire une CRP. La cachexie, je veux bien, mais enfin, il n'est pas cachectique. Et puis la protidémie, elle est normale, donc hyperglobulinémie sévère, on peut l'exclure. Il n'a pas reçu de fluidothérapie, des ordres d'émeutés, il a des œdèmes. Par contre, il n'a pas une cirrhose, puisqu'il n'a pas de signe d'insuffisance hépatique sur son bilan biochimique. Et puis, à l'examen clinique, il n'a pas une insuffisance cardiaque congestive a priori. Le syndrome d'anomalie de sécrétion de l'ADH inappropriée, de sécrétion inappropriée d'ADH, c'est quand même quelque chose de plutôt rare. Ok, bon, je ne rentrerai pas dans le détail de ce syndrome-là. Donc, du coup, ça nous fait quand même beaucoup de choses, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on a quand même envie de réaliser une analyse d'urine pour voir si cette hypoalbuminémie ne peut pas être liée à des pertes rénales. D'autant que si ça avait été des pertes digestives, ça serait pas trop en accord avec l'hypercholestérolémie. Alors que dans des pertes rénales, on peut éventuellement avoir une hypercholestérolémie. Notamment lorsque cette maladie rénale est une glomérulopathie associée à un syndrome néphrotique, puisque en plus ça fait des désordres d'hémateux, ce que notre chien a.
la malnutrition cachexie, ça expliquerait pas cette hypercholestérolémie. Donc quand même, on a envie d'aller voir cette analyse d'urine. Ok, alors on voit cette analyse d'urine. Les urines ont été prélevées par cytosynthèse, elles sont jaunes, légèrement orangées. On a une densité urinaire à 1,040, on a une protéinurie à 4 croix. J'ai oublié de le marquer, mais le pH était normal, acide. On a des traces de bilirubine et des traces de sang. Au culot, de rares cylindres hyalins et des cristaux de PAM, une croix. Ok. Alors, maintenant, du coup, question. On a une densité urinaire à 1,040, une protéinurie à 4 croix avec un pH normal. Selon vous, on a probablement une protéinurie qui reste à confirmer par RPCU. On a une protéinurie à quantifier par RPCU ou en absence de protéinurie sur des urines aussi concentrées. Bon, je pense que là, tout le monde a compris. Je pense qu'il n'y a pas trop de doutes. Enfin, la majorité, j'entends. Donc, le pH étant normal, il fallait que je le rajoute, ça. Clairement, une protéinurie à 4,3, c'est une protéinurie vraie. Vous êtes d'accord? Alors, même si la densité urinaire est un peu élevée, c'est probablement pas une protéinurie aussi importante que si on avait une densité 1,010, clairement, mais c'est quand même une protéinurie que l'on peut, dont on peut être sûr. Donc, elle est bien sûr à quantifier par un RPCU si on veut avoir une idée du pronostic, hein, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve chez Moka? RPCU à 5,04. Pas mal. Ok. Alors, du coup, j'ai une question, mais sur laquelle je ne vais pas répondre maintenant. La question, c'est quel est le lien entre la cholestérolémie et la maladie rénale? On va y venir après. On va y venir après. Si vous voulez bien, pour laisser un tout petit peu le suspense en place. Alors, on a du coup une protéinurie massive persistante. Qu'est-ce qu'il va falloir penser que l'on pourrait avoir comme complication? Des épanchements par baisse de pression oncotique, une anémie par perte d'hémoglobine, un état hypocoagulable par perte de facteurs de coagulation, un état hypercoagulable par perte d'antithrombine 3, une baisse d'immunité par perte d'immunoglobuline. Bon, vous m'avez l'air d'être assez d'accord avec moi, c'est bien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Si on a plein de protéines qui partent, clairement, on risque d'avoir une perte de protéines dans le sang. Et les protéines, elles permettent le maintien de la pression oncotique. Or, c'est la pression oncotique qui permet d'éviter que l'eau sorte des vaisseaux. Et donc, forcément, bien sûr, on peut suspecter que potentiellement on risque d'avoir des épanchements ou des œdèmes. Mais il y a une autre chose qui est importante que vous avez également mentionnée. C'est que qu'est-ce qui peut se perdre dans les urines? Il y a une protéine qui s'appelle l'antithrombine 3 qui a le même poids moléculaire ou quasiment le même que l'albumine. Et donc, quand on a une protéinurie très importante, notamment de nature glomérulaire, on va perdre beaucoup d'albumine, mais potentiellement d'antithrombine 3. Or, l'antithrombine 3, elle protège l'organisme d'une trop grosse coagulation possible. C'est un anticoagulant naturel. Donc, s'il n'y en a plus, on devient hypercoagulable. Et donc, ça se mesure, l'antithrombine 3. Et qu'est-ce qu'on voit donc chez Moka? Donc ces temps d'hémostase, ça se fait avec l'hémostase. Donc ces temps d'hémostase sont normaux. On voit quand même une hyperfibrinogénémie, qui est une variable qui nous permet de mettre en évidence une inflammation. Donc on voit que Moka a un processus inflammatoire, mais surtout, qu'est-ce qu'on voit? On voit une antithrombine 3 qui est vraiment diminuée. Son pourcentage d'activité est à 69%, alors qu'on devrait être entre 102 et 191%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a une perte massive de protéines dans les urines avec ce RPCU, avec cette activité d'antithrombine 3, et que ça nous explique la raison pour laquelle il a une hypoalbuminémie, et que un syndrome néphrotique, c'est quoi?
Eh ben, c'est un syndrome qui associe 4 choses. Et là, on va comprendre le rôle de la cholestérolémie. Ça associe 4 choses. Ça associe une protéinurie massive et permanente, ça associe une hypoalbuminémie, ça associe une hypercholestérolémie, et puis, cliniquement, des œdèmes et ou des épanchements cavitaires de type, dans les épanchements, transudature. Donc, on commence à avoir une bonne idée que ces pertes de protéines, bien, ce sont des pertes rénales, plutôt glomérulaires parce que le RPCU est élevé, strictement supérieur à 2, ça nous oriente vers du glomérulaire. Et par ailleurs, cette hypercholestérémie, cette hypoalbuminémie, eh bien, nous oriente vers le syndrome néphrotique. Et donc, il y a eu un certain nombre de choses de fait pour essayer un petit peu de compléter le dossier. Donc, il y a eu une radio abdominale qui pourrait permettre de suspecter la présence éventuellement d'un épanchement. Alors, moi, c'est les imageurs qui ont dit ça. Moi, franchement, je trouve que les contours de la rate, du foie, de la vessie sont jolis. Donc, s'il y a épanchement, il ne doit pas être très important. Bon. Ok, je ne suis pas imageuse, je ne veux pas dire de bêtises. Par contre, à la radio, on voit ici des bronchogrammes, donc il y a une suspicion possible d'opacité alvéolaire dans le cadre d'une possible bronchopneumonie. Vous vous rappelez le fibrinogène qui est au plafond, donc probablement un syndrome inflammatoire. Maintenant, ça peut être aussi des thromboses. Je ne peux pas dire. Et puis l'échographie abdominale, donc on note la présence de modifications rénales qui nous orientent vers une néphropathie plutôt aiguë, ou récente en tout cas, sans altération donc de l'écostructure. Bon, ok. Et par contre, surtout, donc à l'échocardiographie, de nombreuses volutes dans le ventricule gauche qui nous renseignent sur l'état hypercoagulable qui semble présent. Ok. Il y a une question qui est posée là et sur laquelle je vais répondre un tout petit peu après, si ça vous va. Donc je reviendrai après dessus. Donc ici, MOCA, il coche toutes les cases du syndrome néphrotique. Hypoalbuminémie, protéinurie sévère et persistante, des œdèmes, des épanchements, une baisse d'antithrombine 3, une hypercholestérolémie. Bon, une fois que vous avez ça, on va dire que la mort est à peu près assurée. Alors, qu'est-ce qui peut induire donc une glomérulopathie? Donc, c'est là qu'on peut du coup parler de la question. Donc, quel test systématiquement lancé lors de glomérulopathie? C'est la question qui m'est posée. Eh bien, il faut regarder un petit peu le diagnostic différentiel de ces syndromes néphrotiques. Donc, un syndrome néphrotique, c'est une atteinte du glomérule. Le glomérule dysfonctionne complètement et laisse passer toutes les protéines. À l'origine de tout le bilan biologique qu'on a mentionné et bien sûr de la clinique avec les épanchements parce qu'il y a une baisse de pression oncotique. Ok, donc qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut être la précipitation d'immuns complexes ou de substances amyloïdes sur le glomérule. Et qu'est-ce qui va pouvoir induire ça? Soit des causes possiblement congénitales, par exemple l'amyloïdose du Charpet, qui peut être à l'origine de temps en temps de syndrome néphrotique, mais ça peut être aussi à l'origine d'immuns complexes liés à des maladies inflammatoires chroniques. Donc des problèmes bactériens, des problèmes de protozoaires avec par exemple la leishmaniose, etc. Vous vous rappelez ce qu'il a, MOCA? Il a eu probablement des infections bactériennes chroniques avec ces corps étrangers migrants qu'il a eu un petit peu partout. Donc, en fonction bien sûr des cas, on peut être amené à faire différentes analyses. Clairement déjà identifier la race, parce qu'il y a donc des causes congénitales. Regardez dans tout ce bilan s'il y a des choses qui vous orientent. Mais sinon, on voit que le diagnostic différentiel est très vaste, donc c'est relativement compliqué. Donc déjà commencer par un bilan inflammatoire, un examen attentif pour vérifier qu'il n'y a pas des problèmes cutanés, qu'il n'y a pas une maladie parodontale importante, qu'il n'y a pas une polyarthrite, etc. etc. Mais je n'aurais pas réellement de démarche très très précise. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait sur MOCA? On n'a pas pu faire grand-chose puisque de toute façon on avait cet historique, que par ailleurs on savait qu'il était à peu près foutu et que du coup les propriétaires voulaient pas non plus mettre une somme très importante, sachant qu'ils avaient déjà déboursé pas mal. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un SNAP 4DX qui s'est révélé être négatif, on a recherché des leishmanies par PCR et par cytologie sur les nœuds lymphatiques, c'était négatif, et il y a eu une cytoponction pour vérifier qu'il n'y avait pas un lymphome puisque c'était une possibilité.
Bon. Biopsie rénale, même les propriétaires étaient d'accord pour les réaliser. Sauf que, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un suivi. 2 semaines plus tard, encore une baisse de l'état général, et là de la diarrhée qui est apparue, et un abdomen aigu. Le RPCU est à 8,26. Et une créate qui monte à 392 micromoles par litre, et une urémie qui monte à 27,4 micromoles par litre, avec des valeurs de base d'ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que l'augmentation de l'urée de la créate sont significatives? Qu'en pensez-vous? Je pense que ça va aller vite. La réponse? Tout le monde répond, bien sûr. Oui, pas de problème. 100%. L'augmentation de la créate, elle est de 415%. L'augmentation de l'urémie, elle est de 328%. Donc c'est très largement supérieur aux 25 et 50% qui permettent de conclure à une augmentation significative. Quelle que soit la perte de poids, là, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, donc, pardon, je reviens sur notre chien. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Les propriétaires et les cliniciens ont décliné l'idée de pouvoir faire, bien évidemment, une biopsie rénale. Alors, associé à ça, donc on a eu des complications. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, vous le regarderez, vous me poserez des questions si c'est possible. Il y avait un bilan acido-basique que je vous avais mentionné, mais il est un petit peu tard pour pouvoir l'envisager. Et on avait une hyperkaliémie. Cette hyperkaliémie, 6,4 millimoles par litre, pouvant être le résultat de quoi? Le plus probablement d'une insuffisance rénale oligo-anurique, donc par baisse d'excrétion rénale du potassium, c'est le plus probable, même si d'autres causes sont éventuellement possibles, mais peu probables. J'aurais pu faire la même chose avec l'hyperphosphatémie, puisqu'il y a une hyperphosphatémie qui a été mise en évidence, on est à 5 millimoles par litre, probablement le résultat d'une baisse du débit de filtration glomérulaire. Donc c'était la fin, et bien sûr il y a eu une décision de fin de vie. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur MoCA? Donc MoCA, il a une glomérulopathie. Cette glomérulopathie, elle est liée au dépôt d'immuns complexes ou bien au dépôt de substances amyloïdes au niveau du rein. Quelle en est la cause? Probablement ces corps étrangers migrants qu'il a eu. Maintenant, ça peut être aussi d'autres éléments. Cette glomérulopathie, elle a été associée en conséquence à un syndrome néphrotique. Je vous rappelle, la définition d'un syndrome néphrotique, c'est une protéinurie massive et permanente qui va se caractériser par une hypoalbuminémie, une hypercholestérolémie, une possible baisse de l'antithrombine 3 et cliniquement, la présence d'œdème déclive, voire d'épanchement cavitaire de type transsudapure. Tout ceci par baisse de la pression oncotique. Cette diminution de l'antithrombine 3 est à l'origine d'un état hypercoagulable. Donc ça, c'est une des conséquences possibles d'une glomérulopathie. Heureusement, toutes les glomérulopathies n'évoluent pas en syndrome néphrotique. Et cette glomérulopathie a malheureusement évolué vers une azothémie, et plus précisément même une insuffisance rénale oligo-anurique, avec donc bien sûr une baisse du débit de filtration glomérulaire, qui va pouvoir se mettre en évidence par une azothémie, une hyperphosphatémie, et le côté oligo-anurique par une hyperkaliémie. Tout ceci a conduit également à une acidose métabolique sur lequel je n'ai pas eu le temps de répondre, de m'étendre. Donc voilà un peu toutes les conséquences. Et j'ai oublié l'hypercoagulabilité, donc c'est traduit par des volutes au niveau cardiaque, mais on peut tout à fait avoir des thrombus un petit peu partout dans l'organisme. On n'a pas fait d'autopsie de MoCA, donc on ne sait pas s'il y avait des thrombus qui se sont déposés un peu partout, mais c'est tout à fait possible. Et ce qui a été pris pour une bronchopneumonie sur les radios pulmonaires pouvait être aussi des thrombus au niveau pulmonaire. Donc, un cas qui illustre bien l'une des formes donc, de maladie rénale chez le chien, avec toutes les conséquences que cela peut avoir au niveau biologique, et donc relativement intéressant à développer. Alors je ne sais pas si vous avez donc des questions, et en tout cas vous avez un cas bonus, donc vous pouvez travailler chez vous. Si vous avez d'autres questions sur le bilan acido-basique, n'hésitez pas à me contacter. Là c'était un petit peu long pour pouvoir tout faire. Je me suis cantonnée à déjà les choses relativement simples. Écoute, il y a eu beaucoup de questions.
quand même. Ah oui, il y avait une dernière question. Ils m'ont demandé, il y en a un qui m'a demandé, attends, je regarde les questions, quelles analyses faire, mais il y avait aussi autre chose. Donc, Il y quelles avait une analyses question faire sur par le test. cholestérol et les troubles rénaux. Attends. Merde, je me rappelle plus où c'est. Ah oui, c'est David qui me pose la question, quel test systémique financier? Bon, ça on l'a dit. Électrophorèse des protéines urinaires. Ouais, alors ça c'est important. L'électrophorèse des protéines urinaires. En fait, quand vous avez une protéinurie, il est intéressant d'essayer de déterminer quelle est la localisation de la lésion rénale expliquant cette protéinurie. En gros, soit c'est le glomérule qui laisse passer les protéines parce que le filtre est cassé, hein, il y a des gros trous dans la raquette, soit c'est les tubules qui ne réabsorbent pas correctement. Quand c'est les tubules qui ne réabsorbent pas correctement, bah, en fait, leur rôle, c'est quand le glomérule a laissé passer les toutes petites protéines et que lui, il allait bien, bah, les tubules, ils prennent le relais et ils vont réabsorber les toutes petites protéines que le glomérule n'a pas vu passer. Donc, si le glomérule ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, une protéinurie monstrueuse et des grosses protéines qui passent. Si le tubule ne marche pas bien, on va avoir une petite protéinurie parce que c'est juste les protéines que le glomérule a laissé passer qui sont toutes petites. Et ce sont des protéines de petits poids moléculaires, forcément. Bon. Donc, l'électrophorèse des protéines urinaires va permettre de faire la distinction entre quelque chose de glomérulaire et de tubulaire. Donc, vous envoyez l'urine à votre laboratoire, il va mesurer un RPCU, il va voir s'il y a une protéinurie. S'il y a une protéinurie, il va faire migrer les protéines urinaires et il va dire, ah, j'ai des protéines de fort poids moléculaire, c'est-à-dire de poids moléculaire supérieur ou égal à celui de l'albumine. Ah bah c'est une pathologie glomérulaire. Si j'ai des protéines de faible poids moléculaire, donc inférieur au poids moléculaire de l'albumine, ah bah c'est que c'était tubulaire. Et puis quand c'est glomérulaire, on va se dire, ah, il n'y a que l'albumine qui passe, bah à ce moment-là, on va parler de protéinurie glomérulaire sélective. Si par contre, il y a plein de protéines qui passent, par exemple des immunoglobulines, on va dire, ah, c'est une protéinurie glomérulaire non sélective, c'est vachement plus grave. Alors le pire du pire, c'est quand on a tout des tubulaires et des glomérulaires, et là, ça veut dire que c'est la fin. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. C'est très clair, Cathy. Alors ensuite, il y avait le lien entre le cholestérol et les troubles rénaux. Alors le lien est probablement complexe, le lien entre l'hypercholestérolémie et le syndrome néphrotique. Donc c'est probablement quelque chose de relativement complexe, mais je vais le faire simple, hein, je vais le faire à la bande dessinée comme j'aime bien. Globalement, quand on a une baisse de l'albuminémie, on va avoir du coup forcément une baisse de pression oncotique. Okay. Et donc l'eau va sortir. Alors qu'est-ce que va faire l'organisme pour essayer d'éviter que ça sorte trop? Il va trouver quelque chose, un autre truc, qui va essayer de permettre de diminuer cette fuite d'eau. Et ça va être l'hypercholestérolémie. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'en fait c'est lié plus aux protéines qui lient les lipides, donc les lipoprotéines. Mais simplement, c'est pour se faire une petite idée et retenir ça. C'est-à-dire en gros que quand on a une glomérulopathie sévère avec une hypoalbuminémie sévère, il va falloir compenser et l'hypercholestérolémie peut survenir. Et ça s'appellera à ce moment-là un syndrome néphrotique. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu aux questions. Écoute, oui, moi je trouve que tu as très bien répondu. Il n'y a pas vraiment de questions supplémentaires. Tu as plus des remerciements et des félicitations dans le chat. Et je crois que c'est bon. Je vous ai mis, vous pouvez dès à présent télécharger donc tous les fichiers concernant cette session sur le rein. Donc toujours dans l'onglet apps, partage de fichiers. Voilà, écoute Cathy, je pense que ouais, on a dû faire le tour des questions. Les gens sont en train de probablement dire merci, au revoir. On est très bien en termes de temps, il n'y a pas de souci. Si jamais vous voulez revoir le webinaire, et pour ceux qui n'ont peut-être pas pu assister jusqu'à la fin, il sera disponible en replay d'ici quelques minutes. Donc, quand l'événement sera terminé, vous recevrez un lien pour aller directement voir donc le replay.
Peut-être que Marie peut nous afficher le pop-up pour le questionnaire de satisfaction. Si ça marche. Voilà, n'hésitez pas toujours à répondre à ce questionnaire. Pour nous, c'est très important. Ça nous permet de savoir si ces formats vous plaisent, ce qu'on peut améliorer, etc. Et notamment, pourquoi pas proposer des webinaires, alors toujours axés biologie médicale, mais pourquoi pas avec le regard d'un médecin pour répondre notamment à vos questions concernant les traitements, parce que c'est vrai que en tant que biologiste, nous, on n'est pas du tout habilité à répondre à ce genre de questions. Donc voilà le petit questionnaire de satisfaction, merci Marie, qui s'affiche à l'écran. Voilà, bon, merci Cathy, merci beaucoup, bravo Cathy, c'était top. Toujours un plaisir d'assister à vos webinaires, pédagogie au top, tu vois Cathy, c'est formidable. Non, c'est pas formidable, mais non, parce que j'ai pas pu finir tout, donc c'est un peu, j'ai été un petit peu. Mais il y avait des questions, c'est difficile de gérer des fois. Bon, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je ferai mieux la prochaine fois. Je vous promets. C'est très bien. Après, vous avez donc le troisième cas, puisque effectivement, on n'a pas forcément le temps d'aborder le troisième cas. Donc, si vous avez des questions. Non, mais c'était vraiment pour du travail personnel. Voilà. Et si vous avez des questions, par contre, vous pouvez toujours les poser sur le mail de l'académie ou je crois vous cliquez directement sur le Marie, si je ne me trompe pas, sur le lien qui est envoyé dans les mails, c'est ça? Oui, alors en fait, vous pouvez répondre à n'importe quel mail qui vient de l'académie, que ce soit les mails qui annoncent les webinaires ou les mails suite à votre inscription qui vous envoient les liens d'accès. Dans tous les cas, vous pouvez répondre et ça arrivera chez nous et on se fera un plaisir de répondre à vos questions ou de les transmettre aux personnes concernées. J'en profite pour vous parler de ce qui s'affiche à l'écran. On a un webinaire qui va avoir lieu exceptionnellement un vendredi, donc c'est ce vendredi 13 en espérant que ça nous portera chance. On reçoit nos consoeurs et confrères de chez NextMune pour un webinaire qui parlera d'allergologie. N'hésitez pas à vous inscrire, vous pouvez scanner le QR code, vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat et puis bien sûr vous pouvez vous inscrire aussi depuis le site d'Enidiag comme d'habitude. Voilà, écoutez, merci à tous pour votre participation. Cathy, je crois que c'était le dernier de l'année. Oui. On se retrouve l'année prochaine. Donc, on vous annoncera le programme assez rapidement, pour l'Académie 2024, en espérant que vous serez toujours aussi présents et toujours aussi nombreux. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Cathy, sinon... non, je vous souhaite une super après-midi et puis amusez-vous bien avec vos cas. Toujours du travail, Cathy, hein, t'es pas cool. Hein. Je suis désolée. Ouais, je suis peut-être un peu... bon. C'est parfait. Bon, merci beaucoup à tous et puis bon après-midi et à bientôt. Ciao.